Une feuille de papier, obscurcie de beaucoup de signes, était posée sur une table, à côté d'autres feuilles restées blanches. Furieuse de se voir barbouillée de noir, la page estima que l'encre l'avait tachée. Des feuilles barbouillées de signes, c'est ce que produit le langage écrit. On peut considérer que tout barbouillage sur un support, c'est déjà de l'écrit. C'est de l'écrit dès l'instant où celui qui barbouille projette quelque chose dans son barbouillage. Laissez traîner un crayon. Dès que le jeune enfant aura compris que ça laisse des traces, il se régalera de gribouiller sur tout ce qu'il trouvera, y compris les murs de sa chambre. Il jouit d'un pouvoir qu'il vient de découvrir. Mais ce n'est pas pour cela qu'on pourra dire qu'il écrit. Au début, il sera le plus souvent surpris de votre question. Tiens, ce que j'ai dessiné peut vouloir dire quelque chose? Et pour vous faire plaisir, il inventera au fur et à mesure quelque chose qui pourrait être plausible. Mais il arrivera un moment où, en vous apportant son dessin, il vous dira « Tiens, j'ai dessiné maman, ou papa, ou j'ai dessiné l'orage d'hier soir. » Cette fois, cet enfant sera bien rentré dans ce qu'on appelle le langage de l'écrit. Au moment où il gribouillait, il projetait sur sa feuille une représentation, la symbolisait, la fixait et pouvait, plus tard, vous la faire voir. Il faut remarquer que ce plus tard doit être au début assez court. Souvent, le lendemain, il ne se souvient plus de ce qu'il a dessiné. Souvent, vous ne pourrez pas interpréter ce qu'il a voulu dire. Vous aurez besoin qu'il vous le traduise. Vous pourrez même vous demander pourquoi le rond de la maman est plus gros que celui du papa ou l'inverse. Pourquoi il y a toujours un soleil, ou pourquoi il y a toujours des étoiles, etc. Son dessin, son gribouillis, traduisent, représentent bien d'autres choses qui sont celles de l'inconscient, mais qui sont celles de sa réalité à lui. Les enseignants des pédagogies nouvelles savent que dans les nombreuses productions libres des enfants, ceux-ci soit se libèrent de ce qui parfois embarrasse leur inconscient, soit expriment leur vision des relations du monde dans lesquelles ils se trouvent. Peu importe que nous les comprenions. L'essentiel, c'est qu'ils développent un nouveau langage qui exprime des représentations. J'ai perdu ma blancheur. Pourquoi m'as-tu sali? Écoute, n'aie pas peur, lui répondit l'encre. Sans moi, tu ne serais que du papier. Peu à peu, le dessin va vous paraître de plus en plus compréhensible. Les personnages auront peut-être une tête, des bras. Vous pourrez repérer le chat à quelques signes. La maison commencera à devenir plus géométrique, etc. Cela ne voudra pas dire qu'il devient plus fort en dessin. Cela veut dire que la représentation des êtres, des choses et de lui-même se modifie, se complexifie. Lorsqu'il traduit par exemple la différence entre le petit frère et la petite sœur en représentant l'un par un rectangle et l'autre par un triangle, cela veut dire qu'il acquiert la capacité de traduire cette différence par des symboles. Ces neurones construisent une cohérence de sa perception du monde en même temps qu'il l'exprime dans ses dessins. C'est le propre de tous les langages. Sans même vous en rendre compte, vous allez l'aider à normaliser la représentation de cette cohérence. Vous allez lui dire, tiens, pourquoi n'as-tu pas dessiné les yeux? Si tu lui faisais des cheveux, il va le faire. Et ce n'est pas pour que ce soit ressemblant. Les têtes ne sont pas des ronds. Les cheveux ne sont pas des barres. Les étoiles ne sont pas des polygones croisés. Mais la symbolisation de ces représentations va s'ajuster à ce qui est communément admis. Vous pourrez commencer à le comprendre, en partie, sans qu'il ait besoin de vous le traduire oralement. Tiens, c'est ton petit frère que tu as dessiné. Il pourra même lui-même interpréter les dessins d'autres enfants. Je dis bien interpréter, parce qu'on ne peut savoir tout ce que l'inconscient a projeté dans le graphisme d'une représentation, et celui qui l'interprète
l'interprète avec ses propres représentations. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous essayez de comprendre ce qu'il a dessiné? Vous lisez. Qu'est-ce qu'il fait quand lui essaye de comprendre ce qu'un autre a dessiné? Eh bien, il lit. Nous avons les deux composantes indissociables du langage écrit, écrire, lire. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous parlerons toujours de l'écrire-lire. Au fur et à mesure, ces dessins, ces gribouillis raconteront des histoires, exprimeront des événements. Cela deviendra de plus en plus complexe. Les circuits neuronaux qu'il aura construits deviendront de plus en plus puissants. Ce qui est extrêmement important à saisir, c'est que le langage oral ne peut jamais traduire exactement ce qu'a exprimé la projection dessinée des représentations de l'enfant. Pas plus d'ailleurs qu'il ne peut le faire d'un tableau d'un peintre. C'est ce que j'appelle des langages différés ou des langages projetés. Non seulement ils n'expriment pas les mêmes représentations, mais quand elles deviennent visibles sur un support, le papier par exemple, il y a un décalage important entre le moment où elle est exprimée et le moment et le lieu où elle va être visible. Nous y reviendrons à propos du langage écrit plus classique constitué de mots, mais je voudrais insister dès maintenant sur le fait que tous les langages écrits ne sont pas des traductions du langage oral. Chacun exprime des représentations différentes du monde, crée des mondes différents, et ce qui est exprimé avec l'un ne peut pas l'être avec l'autre. De fait, un peu plus tard, quelqu'un s'approcha de la table et, négligeant les feuilles blanches, relut le papier noirci d'écriture.